Il existe des moments où l'expertise se cache derrière l'adversité, où la vérité triomphe des mensonges les plus sophistiqués. Quand Isabelle Moreau, PDG de Moreau Motors et héritière d'un empire automobile français, s'est retrouvée avec sa Ferrari 250 GTO de 1963, en panne totale à 3 semaines du prestigieux concours d'élégance de Chantilly. L'événement qui devait sauver son entreprise familiale du rachat hostile, aucun des 6 meilleurs ingénieurs du pays n'a pu la réparer. Désespérée, elle a suivi le conseil de Rosa, sa gouvernante de toujours, qui lui a glissé une carte de visite usée. Garage Dubois. Nous réparons ce que les autres ne peuvent pas. L'adresse l'a menée dans la banlieue de Lyon, chez Julien Dubois, 34 ans, ancien ingénieur prodige de Ferrari Italia, devenu mécanicien de quartier après avoir été accusé à tort d'espionnage industriel. Père célibataire d'Emma, 8 ans. Petite fille brillante mais malade d'asthme sévère, Julien avait tout perdu. Sa carrière, sa réputation, sa femme qu'il avait quittée pendant le scandale. Mais derrière ses mains tachées d'huile et son garage modeste se cachait un génie capable d'entendre ce que les moteurs murmurent. L'histoire extraordinaire de comment une femme puissante a appris à faire confiance à l'impossible. Comment un homme brisé a trouvé sa rédemption dans un capot de Ferrari, et comment parfois les plus grandes victoires naissent des plus grandes injustices. Une leçon sur le fait que le vrai talent ne se mesure pas aux diplômes accrochés au mur, mais à la passion qui bat dans le cœur. Si vous êtes prêt pour cette histoire de justice, de seconde chance et d'amour qui défie tous les préjugés sociaux, écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Passons maintenant à l'histoire. 6 ingénieurs se tenaient dans le garage privé de Moreau Motors, leur visage grave sous les néons. Isabelle Moreau les regardait secouer la tête un par un tandis que la Ferrari 250 GTO de 1963 de son père restait silencieuse sur le pont élévateur. Le moteur avait rendu son dernier souffle 3 jours plus tôt et tous les spécialistes de France avaient échoué à la ressusciter. C'était la voiture que son père avait conduite le jour où il avait demandé sa mère en mariage. La voiture qui portait en elle 40 ans d'héritage Moreau, dans ses courbes élégantes et ses sièges en cuir cousu main. Le conseil d'administration avait besoin qu'elle la présente au concours d'élégance de Chantilly dans 3 semaines. Sinon, il voterait la vente de l'entreprise que son père avait passé sa vie à construire. Isabelle posa la paume contre le capot froid et murmura pour elle-même. Il doit bien y avoir quelqu'un capable de la réparer. Derrière elle, Rosa, la gouvernante de la famille qui connaissait Isabelle depuis l'enfance, glissa dans sa main une carte de visite usée. Garage Dubois, nous réparons ce que les autres ne peuvent pas. L'adresse mena Isabelle à 40 km de Lyon, au-delà des centres commerciaux et magasins de pièces automobiles, dans un quartier où les maisons avaient des clôtures en grillage et où les pelouses avaient besoin d'être tondues. Elle arrêta sa Mercedes noire devant un bâtiment en parpaing avec 2 travées de garage et une enseigne peinte à la main qui disait « Garage Dubois » en lettres bleues délavées. Une machine à Coca-Cola rouillée ronronnait près de l'entrée, sa façade bosselée par des années d'utilisation. Ce ne pouvait pas être l'endroit. Dans la première travée, une paire de jambes en jean taché d'huile dépassait dessous une Citroën C3 de 2008 au panneau gris d'après et au pare-choc arrière manquant. Une petite fille était assise en tailleur sur une caisse à lait bleu en plastique, un livre d'images sur les automobiles vintage, ouvert sur ses genoux. Ses cheveux bruns étaient tirés en 2 couettes inégales, et elle portait un t-shirt rose qui disait « Futur ingénieur » en lettres pailletées. Elle leva les yeux vers Isabelle avec des yeux bruns curieux qui semblaient bien trop observateurs pour une enfant de son âge. « Vous venez faire réparer votre voiture ?» Isabelle regarda autour d'elle dans l'espace encombré, essayant de concilier ce qu'elle voyait avec la réputation qui l'avait amenée ici. Les outils étaient anciens, mais méticuleusement organisés. Chaque clé et douille à sa place désignée. Des pièces de moteur garnissaient les étagères métalliques le long du mur du fond, étiquetées avec du scotch et du marqueur. Un calendrier de 2019 pendait encore près de la caisse enregistreuse, figé dans le temps. « J'ai besoin de quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait »,
dit Isabelle, sa voix portant plus de tranchant qu'elle ne l'avait voulu. Elle entendit les mots sortir de sa bouche et le regretta immédiatement, mais elle était trop fière pour les reprendre. Les jambes glissèrent hors dessous la Citroën sur une planche à roulettes. Julien Dubois se leva lentement, se dépliant à sa pleine hauteur, s'essuyant les mains sur un chiffon rouge qui avait vu de meilleurs jours. Il était grand, plus d'1,80 m, avec de larges épaules et des avant-bras musclés par des années de travail physique. Son visage avait cette qualité burinée de quelqu'un qui avait vu des difficultés et en était sorti cicatrisé mais debout. Ses yeux ambres évaluaient Isabelle sans jugement, sans la reconnaissance fawning qu'elle recevait habituellement quand les gens réalisaient qui elle était. Quel genre de voiture? Sa voix était grave et mesurée. Une Ferrari, dit Isabelle, une 250 GTO, 1963. Julien se figea complètement. C'était le genre de voiture qui existait dans les musées et collections privées, pas dans les petits garages de banlieue. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est justement le problème, répondit Isabelle. Personne n'arrive à le comprendre. Le moteur a des ratés intermittents. Le calage semble décalé, mais de façon irrégulière. Chaque mécanicien et ingénieur qui l'a examiné dit quelque chose de différent. Elle observa son visage à la recherche de reconnaissance, de cupidité, du genre de fin qu'elle voyait habituellement quand les gens réalisaient l'ampleur de sa richesse. Au lieu de cela, Julien posa des questions. Quand est-ce que ça a commencé? Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel avant le premier raté? Comment sonne-t-elle quand vous tournez la clé? Est-ce qu'elle tourne au ralenti dès le début ou cale après qu'elle se réchauffe? Est-ce que quelqu'un a vérifié le système d'alimentation en carburant? Isabelle se retrouva à répondre en détail, surprise qu'il pose des questions qu'aucun des autres ingénieurs n'avait pensé à poser. Ils avaient tous voulu brancher la voiture à des ordinateurs de diagnostic, remplacer des pièces en gros. Julien demandait le comportement de la voiture, sa personnalité, comme si c'était un patient décrivant des symptômes. Papa a eu à réparer une voiture une fois que même le musée n'arrivait pas à réparer, annonça fièrement la petite fille depuis sa caisse à lait. C'était une Delahaye 135 de 1936 et il disait qu'elle ne marcherait plus jamais, mais papa l'a écoutée pendant 3 jours entiers et après il a su exactement ce qui n'allait pas. Isabelle la regarda vraiment pour la première fois. « Comment tu t'appelles? »« Emma, » dit la fille. « J'ai 8 ans. » Elle leva 8 doigts pour bien montrer. Julien posa sa main sur l'épaule d'Emma, un geste à la fois protecteur et fier. « J'apprécie que vous soyez venue jusqu'ici, » dit-il à Isabelle, son ton poli mais définitif. « Mais je ne travaille plus, je ne reviens plus sur ce genre de voiture. » Isabelle ressentit le rejet comme une porte qui se fermait au nez. « Pourquoi pas? » Julien ne répondit pas. Il se retourna simplement vers la Citroën, la congédiant complètement. Isabelle n'avait pas l'habitude d'être congédiée. Elle ouvrit la bouche pour argumenter quand Emma se mit soudain à tousser. Ça commença petit, juste un chatouillement dans la gorge, mais ça escalada rapidement en sifflement qui fit peiner la mince poitrine de la fillette. Son visage devint pâle, puis rouge, et ses yeux s'élargirent avec cette peur particulière de quelqu'un qui n'arrive pas à respirer suffisamment. Julien bougea instantanément, tout son détachement froid disparaissant. Il sortit un inhalateur de sa poche arrière avec la vitesse pratique de quelqu'un qui avait fait ça des centaines de fois, s'agenouillant près de sa fille avec un calme urgent. Il secoua l'inhalateur 2 fois, l'appuya contre les lèvres d'Emma et l'accompagna dans la dose avec un flot constant de mots tranquilles. « Respire lentement, ma chérie. C'est ça. Doucement. Retiens. Bonne fille. Comme on a pratiqué. » Isabelle le regarda tenir Emma contre sa poitrine, ses mains calleuses incroyablement douces sur son dos étroit. La peur dans ses yeux était brute et absolue, le genre de terreur que seuls les parents comprennent vraiment. Après un long moment qui sembla durer 1 heure, la respiration d'Emma se stabilisa. La couleur revint à ses joues et elle leva les yeux vers son père avec un sourire faible mais sincère. « Je vais bien, papa.
J'ai juste oublié de respirer lentement comme tu m'as dit. Julien embrassa son front, ses yeux encore brillants de peur résiduelle. Je sais que tu vas bien, bébé. Je sais. Quand il se leva finalement, Isabelle remarqua ce qu'elle avait d'une façon ou d'une autre raté avant. Une photographie sur le mur derrière la caisse. Un Julien plus jeune, peut-être 10 ans plus jeune, rasé de près et aux yeux brillants, portant un uniforme rouge avec le logo du cheval cabré sur la poitrine. Il se tenait à côté d'une Formule 1, souriant avec cette joie confiante d'un homme qui avait trouvé sa vocation. Le logo Ferrari était indéniable. « Vous travaillez pour Ferrari, dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. La mâchoire de Julien se tendit. La transformation fut immédiate et complète, comme si un mur s'était abattu derrière ses yeux. C'était il y a longtemps, dit-il, une vie différente. Sa voix portait un avertissement qu'Isabelle sut qu'il valait mieux ne pas ignorer. Mais en retournant vers sa Mercedes, ses talons crissant sur le gravier, elle savait aussi qu'elle n'en avait pas fini avec Julien Dubois. Isabelle passa les 2 jours suivants à passer des coups de fil depuis son bureau d'angle au siège de Morrow Motors. Elle avait des contacts partout et ça ne lui prit pas longtemps pour trouver ce qu'elle cherchait, même si elle aurait presque préféré que ça prenne plus de temps. Julien Dubois avait été une étoile montante au siège de Ferrari à Maranello, en Italie. Il avait commencé comme ingénieur junior fraîchement sorti de Centrale Lyon et avait gravi les échelons avec une vitesse presque surnaturelle, gagnant une réputation de quelqu'un qui pouvait diagnostiquer des problèmes qui mystifiaient des équipes entières de spécialistes. Les anciens mécaniciens l'appelaient le chuchoteur parce qu'il semblait entendre des choses dans un moteur qu'aucun instrument ne pouvait mesurer. Puis, 5 ans plus tôt, tout s'était effondré. Il avait été accusé de voler des designs propriétaires de moteurs hybrides et de les vendre à un concurrent. Les accusations avaient fait les gros titres internationaux. Ferrari l'avait licencié immédiatement et les autorités italiennes l'avaient arrêté pour espionnage industriel. L'affaire avait traîné pendant 8 mois avant d'être discrètement abandonnée faute de preuves. Mais à ce moment-là, les dégâts étaient faits. Sa réputation était détruite. Son nom synonyme de trahison dans une industrie construite sur la confiance et l'héritage. Personne dans le monde automobile ne voulait le toucher. Il était rentré en France avec rien d'autre que sa fille et ses outils, dans une petite ville où personne ne connaissait son nom, et avait ouvert un garage qui arrivait à peine à payer l'électricité. Isabelle retourna au garage du bois un jeudi matin. Emma était à l'école et Julien était seul dans la première travée, penché sur le moteur d'une vieille Renault Clio avec des taches de rouille le long des passages de roues. Il leva les yeux quand son ombre tomba sur le capot et elle vit une résignation dans ses yeux. Il l'attendait. « Vous êtes revenu. » Isabelle hocha. « Je sais ce qui vous est arrivé en Italie. Je sais pour les accusations, l'arrestation, le procès qui n'a jamais eu lieu. » Julien se redressa lentement, son expression méfiante mais pas hostile. Il semblait presque soulagé que la prétention soit terminée. « Alors vous savez pourquoi j'ai dit non. »« Je sais ce qu'on vous a accusé, » dit prudemment Isabelle. « Je sais aussi que les charges ont été abandonnées. Pas de preuves, pas de condamnation. Ça n'a pas d'importance. » La voix de Julien était plate. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, ce qu'ils veulent croire. Une fois que votre nom est attaché à quelque chose comme ça, la vérité devient sans importance. Isabelle fit un pas plus près. Je me fiche de ce qu'ils ont dit que vous aviez fait. Je me fiche de ce que les journaux ont imprimé ou de ce que l'industrie murmure quand votre nom est mentionné. Je me soucie d'une chose. Pouvez-vous réparer ma voiture? Julien l'étudia un long moment, ses yeux ambres scrutant son visage. Pourquoi cette voiture compte-t-elle tant pour vous? Vous pourriez acheter n'importe quelle Ferrari au monde. Parce que c'était celle de mon père. Isabelle entendit sa propre voix se briser. Il est mort il y a 2 ans, cancer du pancréas. Il s'est battu pendant 18 mois et a perdu. Cette voiture est le dernier morceau de lui qui me reste. Le conseil d'administration veut vendre l'entreprise qu'il a construite de rien.
Si je ne peux pas prouver que Morrow Motors a encore une âme, ils vont démanteler tout ce pourquoi il a passé sa vie. » Quelque chose changea dans les yeux de Julien. De la compréhension peut-être ou de la reconnaissance d'un chagrin qui reflétait le sien. Il savait ce que ça voulait dire de tout perdre. « Je vous paierai le triple de votre tarif normal, » continua Isabelle. « Tout ce que vous voulez. Nommez votre prix. Mais plus que ça, je fournirai une assurance santé complète pour vous et votre fille pendant 5 ans. La meilleure couverture que l'argent puisse acheter. » La mâchoire de Julien se tendit à la mention d'Emma. « Ces médicaments, » continua doucement Isabelle. « Ils sont chers et ils vont devenir plus chers à mesure qu'elle grandit. J'ai fait mes recherches, Monsieur Dubois. Vous arrivez à peine à payer le loyer. Le mois dernier, vous aviez 2 semaines de retard sur votre facture d'électricité. » Les mots restèrent suspendus entre eux, inconfortables et vrais. Julien fut silencieux très longtemps. Ses mains se crispèrent à ses côtés, luttant entre fierté et pragmatisme. Finalement, il parla. « Je travaille seul. Personne ne regarde par-dessus mon épaule. Vos ingénieurs, vos consultants, tous ceux que vous avez utilisés, ils restent loin de mon garage. D'accord. Et si je n'arrive pas à la réparer, alors je trouverai un autre moyen. Mais quelque chose me dit que vous pouvez. » La Ferrari arriva 2 jours plus tard sur un camion porte-voiture. Julien dirigea le chauffeur pour la descendre soigneusement dans la 2e travée, puis recula et la regarda simplement. La voiture était à couper le souffle, même dans son état cassé. Peinture rouge cerise qui avait été polie à la main pendant 6 décennies. Garniture chromée qui captait chaque rayon de soleil errant. Il marcha lentement autour d'elle, passant ses doigts le long des courbes des ailes. Quand il atteignit l'avant, il posa les 2 paumes à plat sur le capot et ferma les yeux. Isabelle observait depuis la porte, incertaine de ce à quoi elle assistait. Julien resta figé pendant presque 1 minute, sa tête légèrement inclinée comme s'il écoutait une fréquence que lui seul pouvait entendre. « Elle pleure depuis longtemps, » dit-il doucement. Mais personne n'a écouté. Que voulez-vous dire? Cette voiture est vivante, mademoiselle Moreau. Pas littéralement, mais de la façon dont les choses deviennent vivantes quand les gens les aiment assez. Quand ils y versent leur cœur année après année. Votre père aimait cette voiture. Et maintenant, elle essaie de nous dire ce qui ne va pas. Nous devons juste être assez patients pour l'entendre. Pour la première fois en semaine, Isabelle ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié comment ressentir. L'espoir. Les jours s'installèrent dans un rythme qui semblait presque naturel. Julien travaillait sur la Ferrari de l'aube jusqu'à ce que le bus scolaire d'Emma la dépose à 15h30 chaque après-midi, puis faisait une pause pour aider avec les devoirs et préparer le dîner avant de retourner au garage après qu'elle se couche. Isabelle trouvait des excuses pour passer presque tous les jours, se disant qu'elle vérifiait son investissement, surveillait les progrès. Mais la vérité était plus compliquée. Il y avait quelque chose à regarder Julien travailler qu'elle ne pouvait pas détourner les yeux. Sa concentration était absolue, ses mouvements précis et sans hâte. Comme un chirurgien effectuant une opération délicate. Il parlait à la voiture pendant qu'il travaillait, murmurant des observations et théories d'une voix trop basse pour qu'Isabelle entende. Le 4e jour, Julien trouva le problème. Le système d'alimentation en carburant, expliqua-t-il, pointant vers un labyrinthe de composants vintage. Tout le monde qui a regardé cette voiture s'est concentré sur les ajouts modernes, les capteurs électroniques, le système d'allumage amélioré, mais le problème est dans l'équipement original. Il y a une fissure microscopique dans le flotteur du carburateur qui ne s'ouvre que quand le moteur atteint sa température de fonctionnement complète et que le métal se dilate. Il m'a fallu 3 jours pour la trouver parce que je devais attendre les bonnes conditions. Isabelle fixa la minuscule fissure qui l'indiquait. Ils étaient trop occupés à essayer de réparer ce qu'ils pensaient être cassé, selon leurs suppositions et leurs modèles informatiques. Pendant ce temps, Emma avait pris goût à Isabelle. La fillette s'asseyait à côté d'elle pendant que Julien travaillait, montrant à Isabelle sa collection de photos de voitures soigneusement découpées dans de vieux magazines et arrangées dans un album photo abîmé.
Papa dit que chaque voiture a une histoire, expliqua Emma un après-midi pendant qu'Isabelle était assise à côté d'elle. Certaines histoires sont heureuses et d'autres sont tristes, mais elles valent toute la peine d'être connues. Quelle est l'histoire de votre voiture? Isabelle se retrouva à raconter à Emma son père comment il avait commencé Morrow Motors dans un entrepôt loué avec rien d'autre que 5 000 € et un prototype qu'il avait construit dans son garage. Comment il avait conduit cette Ferrari même lors de son premier rendez-vous avec la mère d'Isabelle, l'empruntant à un ami collectionneur de voitures exotiques. Comment il l'avait utilisée pour faire sa demande en mariage 3 mois plus tard, se garant sur un point de vue panoramique et présentant une bague pendant que le moteur tournait au ralenti derrière eux. Comment il emmenait Isabelle faire des promenades dominicales quand elle avait l'âge d'Emma, lui enseignant les noms de chaque pièce. « Il sonne vraiment gentil, » dit Emma. Il l'était. C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Il n'a juste jamais appris comment dire ce qu'il ressentait. Mais tout changea quand Vincent Moreau découvrit ce qu'Isabelle faisait. Vincent était le CFO de Morrow Motors, un homme qui avait travaillé pour le père d'Isabelle pendant plus de 20 ans et siégeait maintenant au conseil d'administration avec un bloc significatif d'actions votantes. Il apparut au bureau d'Isabelle un mardi après-midi sans prévenir. Ses cheveux argent parfaitement coiffés, son costume italien impeccablement taillé, son sourire n'atteignant jamais ses yeux gris froids. « J'entends dire que vous avez engagé un consultant intéressant pour le projet Ferrari. » Sa voix était assez plaisante, mais il y avait quelque chose de prédateur en dessous. Isabelle garda son expression soigneusement neutre. « Il s'appelle Julien Dubois. C'est un mécanicien. » Le sourire de Vincent s'élargit, montrant trop de dents. C'est aussi un ingénieur disgracié qui a été licencié de Ferrari pour espionnage industriel. Arrêté en Italie, étalé dans toutes les publications automobiles du monde. Le conseil ne sera pas content quand ils apprendront que vous lui avez donné accès à la voiture de votre père. C'est entre moi et le conseil. Vincent se pencha en avant dans sa chaise. J'essaie de vous aider, Isabelle. Votre père m'a fait confiance pendant 20 ans. Faites-moi confiance maintenant. Débarrassez-vous de ce mécanicien avant qu'il vous embarrasse. Avant qu'il embarrasse l'entreprise. Après le départ de Vincent, Isabelle resta seule dans son bureau longtemps, regardant le coucher de soleil sur l'horizon lyonnais. Puis elle décrocha son téléphone et appela un détective privé qu'elle avait utilisé auparavant. Si Vincent était si inquiet à propos de Julien Dubois, il y avait plus dans l'histoire que ce que quiconque lui avait dit. Cette nuit-là, Julien trouva sa boîte à outils réorganisée. De petites choses avaient été déplacées légèrement. Une clé placée dans le mauvais tiroir. Un câble de diagnostic enroulé dans la direction opposée. Quelqu'un avait été dans son garage. Quelqu'un avait fouillé ses affaires. Il ne le mentionna pas à Isabelle, mais il commença à verrouiller la porte. Isabelle confronta Julien un mardi soir pluvieux. Le garage était sombre sauf pour les lumières de travail illuminant la baie moteur ouverte de la Ferrari. L'eau tambourinait sur le toit métallique et coulait le long des petites fenêtres. « Richard Moreau est venu me voir aujourd'hui, » dit Isabelle. « C'est mon chef ingénieur. Il a été avec l'entreprise presque aussi longtemps que Vincent. » Julien ne leva pas les yeux du carburateur qu'il remontait soigneusement. Je sais qui c'est. Il m'a parlé de l'Italie, des designs que vous étiez supposé avoir volés, de l'arrestation et de la façon dont votre carrière s'est terminée du jour au lendemain. Les mains de Julien s'immobilisèrent sur la clé. Supposé, c'est un choix de mots intéressant. Dites-moi ce qui s'est vraiment passé, dit Isabelle. Pas la version officielle, ce qui s'est réellement passé avec vous. Julien fut silencieux un long moment. Puis il se redressa lentement, posant ses outils, et se dirigea vers l'établi le long du mur arrière. Il s'y appuya, les bras croisés sur la poitrine. Il y a 5 ans, j'ai conçu un système de propulsion hybride pour Ferrari. Pas juste une amélioration de la technologie existante, quelque chose de véritablement révolutionnaire.
Une façon de combiner les moteurs électriques avec les moteurs traditionnels qui aurait changé toute l'industrie. Plus de puissance, meilleure efficacité. Le genre de percée qui arrive peut-être une fois par génération. Sa voix était plate, presque clinique, comme s'il décrivait quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. Un collègue nommé David Reiser y a vu une opportunité. Il avait des connexions que je n'avais pas, des gens qui paieraient beaucoup d'argent pour ce genre de technologie. Quand le design a refait surface chez un concurrent 6 mois plus tard, quelqu'un devait prendre le blâme. David avait une protection politique. Sa famille était dans l'industrie automobile depuis 3 générations. J'étais la cible facile, le nouveau, l'américain, l'outsider qui était monté trop vite et avait rendu trop de gens jaloux. Isabelle écouta sans l'interrompre. La nuit où j'ai été arrêté, continua Julien, sa voix baissant. Ma femme a fait ses valises. Nous avions des problèmes depuis un moment. Les longues heures, la pression, l'isolement de vivre dans un pays étranger. Mais je pensais qu'on s'en sortait. Sarah a dit qu'elle n'avait pas signé pour ça. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas élever Emma avec un criminel pour père. Elle est partie avant même que je sois libéré sous caution. Elle a demandé le divorce 2 semaines plus tard. Elle n'est jamais revenue. Je suis désolé. J'ai arrêté de me battre parce que j'avais une fille qui avait besoin de moi plus que j'avais besoin de ma fierté. Les yeux de Julien rencontrèrent ceux d'Isabelle. Les charges ont finalement été abandonnées. Pas assez de preuves pour poursuivre. Mais à ce moment-là, ça n'avait plus d'importance. Ma réputation était détruite. Mon mariage était fini. J'ai pris Emma et je suis rentré chez moi. Isabelle pensa à ses propres batailles. La salle du conseil pleine d'hommes 2 fois son âge qui questionnaient chaque décision qu'elle prenait. Les murmures qu'elle n'avait eu son poste qu'à cause de son nom de famille. Mon père disait toujours que le moteur ne ment pas, dit-elle doucement. Les gens mentent. Les avocats et les cadres mentent tous. Mais le moteur fait juste ce qu'il fait. La vérité est dans la mécanique. Julien la regarda pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à venir à son garage. Et pendant un moment, quelque chose passa entre eux. De la reconnaissance, de la compréhension. 2 personnes qui avaient été brisées par le monde et essayaient encore de se reconstruire. Homme intelligent, dit Julien, et le coin de sa bouche se releva en quelque chose qui aurait pu être un sourire. Votre père sonne comme quelqu'un que j'aurais aimé. Le moment fut brisé par le téléphone d'Isabelle qui vibrait. Elle regarda l'écran et sentit le sang quitter son visage. C'était un email du conseil d'administration, envoyé par Vincent Moreau. Une réunion d'urgence avait été convoquée pour jeudi matin. L'objet disait « Préoccupation concernant le personnel ». Qu'est-ce que c'est? Demanda Julien. Vincent vient d'envoyer de la documentation à tout le conseil. Dossier d'emploi de Ferrari, rapport d'arrestation, articles de presse de toutes les publications automobiles majeures. Il convoque un vote d'urgence pour résilier votre contrat. Julien hocha lentement. Il s'y attendait. Vous devriez me renvoyer, dit-il tranquillement. C'est la décision intelligente. Sauvez votre position, protégez votre entreprise. La mâchoire d'Isabelle se tendit. Je n'ai jamais pris la décision intelligente de ma vie. Mais même en parlant, elle savait que le choix devant elle était impossible. Le conseil se réunissait dans 48 heures. Si elle ne renvoyait pas Julien, elle perdrait presque certainement tout ce que son père avait passé sa vie à construire. Isabelle se rendit au garage à 23 heures le mercredi soir, son esprit encore en train de passer en revue des options impossibles. Elle avait passé toute la journée en réunion, révisant des documents et consultant avec des avocats. Les calculs étaient brutalement simples, son entreprise ou sa conscience. L'héritage de son père ou la dignité d'un homme. Elle savait ce que son père aurait voulu qu'elle fasse. Elle n'était juste pas sûre d'être assez forte pour le faire. La porte du garage était déverrouillée quand elle arriva. À l'intérieur, les lumières de travail jetaient des cercles d'or chaud sur le sol de béton, et elle entendit quelque chose d'inattendu. Des rires.
Elle suivit le son et trouva Julien et Emma assis sur le sol à côté de la Ferrari. Emma avait un stéthoscope appuyé contre le bloc moteur et Julien guidait sa petite main vers différents endroits sur la surface métallique. « Tu entends ça? » demandait Julien. « C'est la pompe à carburant. Elle fait une sorte de vrombissement très rythmique. Et cet autre son, celui qui est un peu plus profond, c'est l'alternateur. Ils ont des voix différentes, comme des instruments dans un orchestre. » Emma ferma les yeux, se concentrant. « La pompe à carburant sonne comme quelqu'un qui fredonne, » dit-elle après un moment. « Comme tu fais quand tu travailles. Et l'alternateur sonne comme quelqu'un qui pense. » Julien rit et le son transforma son visage complètement. La fatigue tomba, et pendant juste un moment, Isabelle put voir l'homme qu'il devait être avant que tout tourne mal. « C'est exactement ça, » dit-il en prenant Emma dans ses bras. « Tu as de meilleures oreilles que la moitié des ingénieurs avec qui j'ai travaillé chez Ferrari. » Isabelle resta figée dans l'encadrement de la porte. C'était ce qu'elle était venue détruire. Pas juste un emploi, mais ce moment. Ce père et sa fille trouvant de la joie ensemble dans un monde brisé. Julien leva les yeux et la vit debout là. Son sourire s'évanouit quand il lut l'expression sur son visage. « Ils vous ont donné un ultimatum, » dit-il. Isabelle hocha. « Je suis venu ici ce soir pour vous dire que je dois vous renvoyer, que je n'ai pas le choix, que le conseil force ma main. » Julien se détacha doucement d'Emma et se leva. « Je comprends, » dit-il tranquillement. « J'ai déjà été dans cette situation. Je sais comment ça finit. »« Non, » dit Isabelle, et sa voix sortit plus forte qu'elle ne s'y attendait. « Vous ne comprenez pas. C'est ce que j'allais dire. C'était le discours que j'avais préparé pendant tout le trajet jusqu'ici. » Elle s'avança dans la lumière. « Mais alors je suis entré, et je vous ai vu avec votre fille, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Mon père n'a pas construit cette entreprise sur des mensonges. Il ne coupait pas les coins ou ne trahissait pas les gens. Il a construit quelque chose de réel et il l'a fait de la bonne façon. Je ne vais pas sauver son entreprise en devenant tout ce qu'il m'a appris à mépriser. » Julien resta très immobile. « Isabelle, vous allez tout perdre. L'entreprise, votre position, peut-être, probablement. Mais je pourrais encore me regarder dans le miroir et je pourrais encore visiter la tombe de mon père et lui dire que quand ça comptait le plus, j'ai fait la bonne chose. » Elle rencontra ses yeux. « Vous restez. Nous finissons la voiture. Quoi qu'il arrive après, nous l'affrontons ensemble. » Avant que Julien puisse répondre, son téléphone sonna. Il regarda l'écran et son visage changea. C'était l'hôpital. Le pédiatre d'Emma. Quelque chose n'allait pas avec ses derniers résultats de test. Il devait revenir immédiatement. Les 6 heures suivantes furent un flou de néons et d'odeurs antiseptiques et de machines qui bipent. Emma avait subi une crise d'asthme sévère à l'école cet après-midi-là, bien pire que tout ce que Julien avait vu auparavant. Ses niveaux d'oxygène avaient chuté avant que l'infirmière de l'école puisse intervenir. Elle était stable maintenant, les rassuraient les médecins, mais ils voulaient la garder la nuit en observation. Julien remplit des formulaires d'assurance et se disputa avec les administrateurs sur les limites de couverture, pendant qu'Isabelle s'assit dans la chaise en plastique à côté du lit d'Emma. Elle ne demanda pas la permission ou n'offrit pas d'explication. Elle resta simplement. Quand Emma se réveilla vers 3 heures du matin, confuse et effrayée, ce fut la main d'Isabelle qu'elle chercha dans l'obscurité. « Mademoiselle Isabelle, est-ce que je vais bien? »« Je suis là, ma chérie. » Isabelle rebrossa les cheveux du front moite d'Emma. « Ton papa est juste dans le couloir en train de parler au médecin. Il va revenir tout de suite. » Les yeux d'Emma papillonnèrent. « Vous sentez bon, » murmura-t-elle, « comme les fleurs, comme maman sentait avant qu'elle parte. » La gorge d'Isabelle se serra. « Rendors-toi, mon cœur. Je ne vais nulle part. Je serai là quand tu te réveilleras. » Quand Julien revint 20 minutes plus tard, il les trouva comme ça. Isabelle affaissée dans la chaise en plastique inconfortable, sa main encore enroulée autour des doigts de sa fille.
Emma dormait paisiblement, son visage détendu pour la première fois en heures. Julien resta dans l'encadrement de la porte un long moment, et quelque chose dans sa poitrine se fissura, quelque chose qu'il avait gardé soigneusement verrouillé pendant 5 ans. Emma rentra de l'hôpital 2 jours plus tard, armée d'un nouvel inhalateur, 3 prescriptions différentes et des instructions strictes de se reposer. La réunion du conseil avait été reportée en raison de l'urgence familiale d'Isabelle, leur donnant un temps précieux. Julien se jeta de nouveau dans le travail sur la Ferrari avec une détermination renouvelée, faisant des journées de 18 heures, pendant qu'Isabelle gérait les demandes de plus en plus hostiles du conseil. Elle passa ses nuits à fouiller dans de vieux dossiers, cherchant quelque chose qui pourrait expliquer l'obsession de Vincent pour Julien. Elle le trouva enterré dans un dossier d'email archivé d'il y a 7 ans. Correspondance entre Vincent Moreau et un courtier technologique à Munich. Discussion sur des designs automobiles propriétaires. Mention spécifique d'un jeune ingénieur français chez Ferrari qui s'approchait dangereusement d'une percée. Les dates correspondaient parfaitement avec l'époque de Julien chez Ferrari. La technologie décrite correspondait exactement avec le système hybride que Julien avait conçu. Vincent n'avait pas été juste un bénéficiaire passif de la chute de Julien. Il en avait été l'architecte. Il avait orchestré le vol à travers des intermédiaires, arrangé pour que les designs apparaissent chez un concurrent, et s'était assuré que Julien prenne le blâme pendant qu'il collectait les profits. Et maintenant, 5 ans plus tard, il faisait exactement la même chose à Isabelle. Elle le confronta dans son bureau d'angle le lendemain matin, les preuves étalées sur son bureau en acajou. Vincent ne prit même pas la peine de nier. « Votre père était faible », dit-il, se penchant en arrière dans sa chaise en cuir. Sentimental. Il a construit une belle entreprise et a ensuite refusé de faire ce qui était nécessaire pour la protéger. C'est pourquoi il est mort et que je suis encore lui marin. Vendez-moi vos actions tranquillement ou je vous détruirai comme j'ai détruit ce mécanicien. Isabelle sortit son téléphone de sa poche et appuya sur arrêter de l'enregistreur vocal. Je pense que je vais prendre l'option 3. Elle sortit avant qu'il puisse répondre. Cette nuit-là, Julien termina finalement son travail sur la Ferrari. Il fit chaque diagnostic 2 fois, vérifia chaque connexion 3 fois et tourna finalement la clé dans l'allumage. Le moteur rugit à la vie avec un son qui fit monter les larmes aux yeux d'Isabelle. C'était parfait. C'était la voix de son père, d'une façon ou d'une autre capturée dans 12 cylindres et 60 ans d'amour. Mais Julien avait aussi trouvé autre chose. Un compartiment caché derrière la boîte à gants, soigneusement dissimulé. À l'intérieur était une enveloppe jaunie par l'âge, adressée de l'écriture de son père. « À ma fille, quand elle en aura le plus besoin. » Il l'apporta à Isabelle sans l'ouvrir. « C'était caché dans la voiture, dit-il doucement. Je l'ai trouvé quand je travaillais sur le câblage du tableau de bord. Je pense que c'est pour vous. » Les mains d'Isabelle tremblèrent quand elle brisa le sceau. À l'intérieur était une lettre datée de 2 mois avant la mort de son père. Il avait su qu'il mourrait. Il avait écrit cette lettre pour enfin dire les choses qu'il n'avait jamais pu dire à voix haute, comme il était fier de sa force. Comme il était désolé d'avoir été émotionnellement distant, de cacher ses sentiments derrière le travail. Comment il savait qu'elle ferait face à des défis qui la testeraient jusqu'au cœur et comment il croyait complètement et absolument qu'elle se lèverait pour les rencontrer. « Prends soin de ma fille », finissait la lettre. « Pas la voiture, pas l'entreprise. Toi. Parce que toi, ma chérie fille, tu as toujours été le vrai chef-d'œuvre. » Isabelle pleura dans le garage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Et quand elle leva finalement les yeux, Julien était là, patient et stable, prêt à affronter ce qui viendrait ensuite, ensemble. Ils roulèrent à travers la nuit, Isabelle au volant de la Ferrari et Julien dans le siège passager, se dirigeant vers l'ouest vers Chantilly sous les étoiles qui tournaient au-dessus. La voiture roulait comme un rêve, son moteur fredonnant une chanson de résurrection et de seconde chance. Rosa suivait dans le SUV d'Isabelle avec Emma endormie sur la banquette arrière, la petite fille serrant un lapin en peluche qu'elle avait nommé d'après son pilote de course favori.
Ils s'arrêtèrent une fois pour le café dans un dîner 24h24 en Normandie, et Julien acheta à Emma une carte postale du lever de soleil du désert à ajouter à sa collection. Isabelle les regarda ensemble, l'affection facile entre père et fille, et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'espoir. L'aube se levait sur les jardins de Chantilly quand ils atteignirent finalement le château, peignant le ciel en nuances de rose et d'or qui se reflétaient sur les étangs. Le concours d'élégance de Chantilly bourdonnait déjà d'activité malgré l'heure matinale. Des centaines des automobiles, les plus belles et précieuses du monde, étaient arrangées sur les pelouses légendaires du domaine, leur chrome brillant dans la lumière matinale. Collectionneurs et passionnés du monde entier erraient entre les exhibitions, parlant en ton révérencieux de puissance et d'héritage. Isabelle guida la Ferrari vers sa place désignée, son cœur martelant contre ses côtes. Elle pouvait voir le contingent Morrow Motors rassemblé près de la tente des juges et à leur centre, ressemblant à un homme qui avait déjà gagné, se tenait Vincent Moreau. Ses cheveux argent étaient parfaitement coiffés, son sourire confiant. Il ne savait pas ce qui arrivait. La matinée passa dans un flou d'inspection et d'interview. La Ferrari attirait des foules partout où Isabelle la conduisait, les passionnés s'émerveillant de son état, de son son, de l'amour évident qui avait été mis dans sa restauration. Les journalistes posaient des questions sur l'histoire de la voiture, sur Morrow Motors, sur la vision d'Isabelle pour l'avenir de l'entreprise. Elle répondit en pilote automatique, son attention fixée sur la confrontation qu'elle savait venir. À midi, le jugement formel commença. Isabelle se tint à côté de la voiture, répondant aux questions techniques d'un panel d'experts expliquant le processus de restauration et la provenance de la voiture. Quand ils demandèrent qui avait fait le travail mécanique, elle n'hésita pas. « Cette voiture a été sauvée par un homme nommé Julien Dubois », dit-elle, sa voix portant dans la foule rassemblée. Certains d'entre vous reconnaîtraient peut-être ce nom. Il y a 5 ans, il était l'un des ingénieurs les plus brillants de l'industrie automobile. Et alors, votre industrie, notre industrie, a essayé de le détruire. Laissez-moi vous dire ce qui s'est vraiment passé. Ce qui suivit fut une démolition contrôlée de 5 ans de mensonges et de trahison. Isabelle présenta les preuves qu'elle avait rassemblées, document par document, email par email. La correspondance entre Vincent et le courtier technologique à Munich. Les dossiers financiers montrant des paiements cachés. La chronologie qui prouvait que Julien avait été piégé pour un crime qu'il n'avait pas commis. Elle nomma des noms, cita des dates spécifiques, fournit une documentation qui tiendrait devant n'importe quel tribunal. La foule devint absolument silencieuse, les caméras flashèrent, les journalistes tapèrent furieusement sur leur téléphone. L'histoire était trop bonne, trop dramatique, trop parfaite pour ne pas être couverte. Vincent essaya de s'éclipser par l'arrière de la foule, son visage pâle et en sueur, mais le personnel de sécurité qu'Isabelle avait positionné plus tôt ce matin bloqua chaque sortie. Près du bord de la foule rassemblée, Isabelle repéra un homme qu'elle reconnut de ses recherches. David Reiser, le collègue qui avait réellement volé les designs de Julien, maintenant vice-président de la division nord-américaine de Ferrari. Son visage était devenu blanc, alors qu'il écoutait la présentation d'Isabelle, alors qu'il réalisait que les murs se refermaient. Il tendait déjà la main vers son téléphone, probablement pour appeler un avocat, quand 2 hommes en costume sombre l'approchèrent de chaque côté. Enquêteurs fédéraux apprendraient plus tard Isabelle. Les autorités avaient écouté sa présentation et ils avaient leurs propres questions. Le reste de la journée se déroula comme un rêve fiévreux. Vincent fut escorté menotté, criant des menaces et des promesses de représailles auxquelles personne ne croyait plus. Richard Moreau, son lieutenant loyal, suivit peu après, la tête baissée de honte. Le conseil d'administration de Moreau, regardant le stream en direct depuis Lyon, tint un vote d'urgence qui innocenta Isabelle à l'unanimité et retira Vincent de son poste avec effet immédiat. Le président nord-américain de Ferrari, un homme distingué aux tempes argentées, s'approcha personnellement de Julien.
Il offrit des excuses publiques formelles au nom de l'entreprise, une réintégration immédiate à n'importe quel poste que Julien voulait, et un règlement qui le rendrait riche pour le reste de sa vie. Julien écouta poliment toute l'offre, hochant aux moments appropriés. Puis il secoua la tête. « J'apprécie tout ce que vous dites, dit-il à l'exécutif. Vraiment. Mais j'ai un garage à faire tourner en France et j'ai une fille qui a besoin que son père soit à la maison pour le dîner chaque soir, pas en train de voler autour du monde à poursuivre le prochain grand projet. » L'exécutif commença à argumenter, à expliquer les opportunités que Julien laissait passer. Mais alors il s'arrêta parce qu'il reconnut quelque chose dans les yeux de Julien, la paix d'un homme qui avait finalement trouvé ce qui comptait vraiment. « Cependant, » ajouta Julien avec un léger sourire, regardant Isabelle, « je pourrais considérer du travail de consultation sur le côté si le bon partenaire devait demander. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les jardins de Chantilly, en nuances spectaculaires d'orange et de pourpre, Isabelle trouva Julien debout seul au bord de la pelouse. La Ferrari brillait derrière eux, un ruban de première place maintenant fièrement affiché sur son capot. Les foules s'étaient éclaircies et l'air était frais et propre. « Vous auriez pu tout récupérer, » dit doucement Isabelle, venant se tenir à côté de lui. La gloire, la fortune, la rédemption selon leurs termes. Julien se tourna pour la regarder et son visage était calme et ouvert d'une façon qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « J'ai déjà tout récupéré, » dit-il. Il regarda vers le SUV de Rosa garé sur le parking où Emma appuyait son visage contre la fenêtre, agitant frénétiquement la main, son sourire visible même depuis cette distance. Et certaines choses que je n'avais jamais eues auparavant. Isabelle suivit son regard. Quand elle regarda de nouveau, Julien l'observait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire, quelque chose de chaleureux et vulnérable et plein d'espoir. « Merci, dit-il tranquillement, d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne le faisait, de risquer tout pour faire la bonne chose. » Isabelle sourit, sentant quelque chose se déplacer et s'installer dans sa poitrine. « Mon père disait toujours que le moteur ne ment pas. J'ai juste dû apprendre comment écouter. » Le trajet de retour vers Lyon prit 2 jours. Ils s'arrêtèrent dans des diners en bord de route et des points de vue panoramiques et des attractions touristiques bizarres qu'Emma repéra depuis l'autoroute. Ils laissèrent la petite fille choisir la musique et les restaurants, transformant ce qui aurait pu être un voyage épuisant en quelque chose qui ressemblait presque à des vacances en famille. Rosa, suivant derrière dans le SUV, fit semblant de ne pas remarquer combien souvent Isabelle et Julien trouvaient des excuses pour se tenir près l'un de l'autre, pour se toucher les mains en passant des tasses de café, pour partager des sourires privés qui n'avaient besoin d'aucune traduction. 6 mois plus tard, le garage du bois avait l'air différent. Le bâtiment en parpaing avait été rénové. Ses 2 travées étendues à 4, son équipement mis à jour pour gérer le travail de restauration vintage de collectionneurs à travers le pays. Une nouvelle enseigne pendait au-dessus de l'entrée. Dubois & Moreau Restauration. Le partenariat rendu officiel 3 mois après Chantilly. Emma prospérait. La nouvelle assurance l'avait connectée avec des spécialistes qui avaient ajusté son traitement. Elle n'avait pas eu d'attaque sérieuse en 4 mois. Elle était toujours assise sur sa caisse à lait dans le garage après l'école, mais maintenant elle aidait, apprenant à identifier les sons de moteur avec une précision qui rendait son père fier. Isabelle partageait son temps entre Lyon et le garage, volant chaque week-end. Moreau Motors était plus fort que jamais, le scandale ayant attiré une sympathie inattendue d'une industrie fatiguée de voir de bonnes personnes se faire détruire par la politique d'entreprise. Un dimanche après-midi d'octobre, tous les 3 étaient assis sur le capot de la Ferrari, regardant les feuilles d'automne dérivées sur le parking. Emma dessinait dans son carnet de croquis, capturant la voiture en traits de crayon soigneux. « Je pense que mon père vous aurait aimé, » dit doucement Isabelle. Julien sourit. « Je pense que je l'aurais aimé aussi. » Emma leva les yeux de son dessin. « Papa, est-ce que mademoiselle Isabelle peut venir à ma fête d'anniversaire la semaine prochaine? » Les yeux de Julien et Isabelle se rencontrèrent. Quelque chose de non dit passa entre eux.
Je pense, dit lentement Julien, que mademoiselle Isabelle pourrait être dans les parages pour bien plus que des fêtes d'anniversaire. Le visage d'Emma s'illumina. Elle retourna à son dessin, ajoutant une petite silhouette à côté de la voiture qui n'était pas là avant. La lumière de l'après-midi capta les cheveux d'Isabelle alors qu'elle s'appuyait contre l'épaule de Julien. Il passa son bras autour d'elle et pendant un long moment, personne ne parla. Le seul son était le bourdonnement distant du trafic et le bruissement des feuilles et le contentement tranquille de 3 personnes qui avaient trouvé leur chemin vers la maison. Certains moteurs tombent en panne parce qu'ils sont vieux, pensa Julien, regardant sa fille dessiner. Certains tombent en panne parce qu'ils ont été négligés, mais ceux qui valent la peine d'être sauvés ont juste besoin de quelqu'un d'assez patient pour écouter et d'assez courageux pour croire qu'ils peuvent encore tourner. Si cette histoire de talent méconnu et de justice triomphante vous a inspiré, elle nous rappelle que le génie se cache parfois dans les endroits les plus inattendus et que la vérité finit toujours par éclater. Julien et Isabelle nous ont montré qu'avec du courage et de la détermination, même les conspirations les plus élaborées peuvent s'effondrer face à l'intégrité authentique. Leur histoire prouve que les secondes chances existent pour ceux qui osent croire en l'impossible et que parfois, sauver quelqu'un d'autre nous sauve nous-mêmes. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent la rédemption, la justice et le pouvoir transformateur de la confiance en l'être humain.